Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer. 19h passées de 20 minutes sur Europe 1, la suite de Punchline et place au débat avec Vincent Hervouette, qui est spécialiste des questions internationales sur Europe 1 et qui pianote. Vous regardez sur europe1.fr sur son téléphone, derrière Dépêche, c'est bien, vous êtes studieux, cher ami. Tout va bien. Ne regardez pas comme ça. Louis Dragnel, bonsoir, chef du service politique d'Europe 1 est avec nous également. Et Louis Rosalter, journaliste politique chez Marianne. Bonsoir, Patrice. Nous accompagner pour cette grosse demi-heure de débat. On est au 13e jour de cette guerre. L'Ukraine toujours sous le feu des bombes, vous le savez. L'offensive continue côté russe. Volodymyr Zelensky met un peu plus la pression sur les Occidentaux et dénonce les couloirs humanitaires mis en place par Moscou. Et puis ce nouveau train de sanctions l'a appris en fin d'après-midi avec les États-Unis qui interdisent purement et simplement les importations de pétrole et de gaz russe. Écoutez Joe Biden depuis la Maison-Blanche. Cela signifie que le pétrole russe ne sera plus accepté dans nos ports et que le peuple américain va porter un coup puissant à la machine de guerre de Poutine. Beaucoup de nos alliés européens ne seront peut-être pas en mesure de décider de la même interdiction, mais nous travaillons en étroite collaboration avec l'Europe pour développer une stratégie à long terme afin de réduire sa dépendance à l'égard de l'énergie russe. Mais il y aura aussi des coûts ici aux États-Unis. Les familles américaines souffrent déjà de la guerre de Poutine à cause de la hausse des prix de l'essence. Et avec cette décision, le coût va encore augmenter. Alors je m'adresse aux compagnies pétrolières et gazières. L'agression russe nous coûte à tous et ce n'est pas le moment de faire du profit ou de faire gonfler les prix. Louis Rosalter du service politique de Marianne, est-ce que l'Europe peut s'aligner ? Pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est évident. Les États-Unis sont... Les Britanniques ont dit qu'ils le feraient à la fin de l'année 2022. Oui, en fait, l'Union européenne est en train de s'organiser pour réduire de 2/3, je crois, ses achats de gaz russe dès cette année, ce qui est déjà un sacré défi compte tenu du fait qu'on en importe, je dis l'Europe, importe 40% de son gaz. C'est 40%, ouais. Importé et d'origine russe. Les États-Unis sont beaucoup plus à l'aise pour le faire, ça leur coûte même pas très cher puisqu'ils sont avant tout exportateurs de gaz et de pétrole, les États-Unis, même devant la Russie sur le plan mondial. Donc ça coûte pas très cher pour Joe Biden de s'offrir cette position diplomatique qui est aussi une position morale. Après, il est évident que ce qui est intéressant, c'est que cette guerre met en fait sur la table énormément de sujets, qui sont aussi des sujets de débat politique interne et français et européen, dont celui de l'énergie et dont celui de la dépendance énergétique. Et là, on s'aperçoit des conséquences flagrantes de ce dont avertissaient pas mal de voix, de plus en plus de voix sur la dépendance dans laquelle nous place l'Europe, cette situation où le gaz, l'énergie consommée n'est pas d'origine nationale. En France, on a évidemment moins le problème que l'Allemagne, mais comme si la France explique qu'elle n'importe plus de gaz russe, c'est une déclaration de guerre à l'Allemagne, qui en apporte énormément. C'est aussi une déclaration de guerre, a fortiori, aux pays scandinaves, aux pays qui dépendent beaucoup plus du gaz russe. Donc l'Europe essaie de parler d'une seule voix là-dessus, mais il est évident que dans l'immédiat, il n'est pas possible de s'aligner sur la décision de Biden. Il faut réorganiser non seulement l'importation de gaz pour aller en trouver ailleurs, notamment du gaz naturel liquéfié au Moyen-Orient, et puis surtout travailler sur d'autres moyens que le gaz pour faire fonctionner, pour se chauffer, pour faire de l'électricité notamment. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, impossible pour l'Union européenne de s'aligner. En fait, c'est pas l'Union européenne qui peut s'aligner, c'est est-ce que l'ensemble des pays de l'Union européenne sont prêts à faire ce sacrifice ? La Bulgarie a dit clairement non. Oui, exactement. Mais en fait, ça dépend des pays. Nous, donc, on est dépendant à 17%. Les Allemands sont autour de 50%. Et globalement, l'Union européenne est dépendante à 40% du gaz et de l'énergie russe. La question qu'il faut se poser, c'est quel gouvernant est prêt à, entre guillemets, imposer ça à sa population. Imposer ça à sa population, ça veut dire clairement que les factures d'énergie vont augmenter pour les ménages et pour les entreprises. Et donc, la vraie question... C'est déjà à 2,20 € le litre de samplon, je crois, aujourd'hui. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est celle-là. Et puis après, il y a plus une réflexion, une question de fond sur les embargos. Dans l'histoire, est-ce que ça a servi beaucoup et à quoi ça a servi ? Et globalement, dans l'histoire récente, j'ai pas le souvenir d'embargos qui ont véritablement fonctionné. Alors on voit bien la logique est d'essayer d'écraser l'économie russe, mais c'est pas une fin en soi d'écraser l'économie russe, vous voyez. Et donc moi je me pose surtout beaucoup de questions par rapport à ça. Les Américains, effectivement, c'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'en fait ils n'ont pas vraiment de lien, ils sont pas dépendants. Exportateurs nets de pétrole et de gaz. C'est une chose intéressante pour le coup, c'est la voix de la Grande-Bretagne parce que elle est assez différente de celle des Européens, puisque
de toute façon la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, et elle parle pas d'embargo, elle parle non plus, elle ne parle pas non plus de suspension, elle dit qu'elle arrête définitivement d'importer de l'énergie à horizon de la fin 2022. Vincent Hervouet. Les embargos, ça sert à quelque chose ou pas? Historiquement, il y a eu 1000 études qui ont été faites pour montrer que les embargos, ce sont des mesures que l'on prend facilement, qu'on démonte très difficilement, qui n'ont aucune incidence sur les pays de poids, les pays d'importance, quand ils ont une stratégie atypique là, de la Russie, et ça ne servira pas à faire lâcher prise à Vladimir Poutine. Ça ne cherche d'ailleurs pas à ça. Ça cherche à lui faire payer. Ça cherche à lui faire mal. Ça cherche éventuellement à le déstabiliser dans son pouvoir à l'intérieur, mais certainement pas à régler, à lui imposer une négociation sur l'Ukraine. Il y a une volonté donc de faire payer à Poutine ce qu'il a osé faire. On a entendu, et on s'en est scandalisé, il y a 8 jours, le ministre Le Maire a expliqué qu'il faisait la guerre, on allait faire la guerre à la Russie. Ce qui est scandaleux, c'est qu'ils le disent peut-être, mais la réalité, elle était vraie. Arrêter d'importer du gaz, ce n'est plus faire la guerre, c'est utiliser en quelque sorte l'arme atomique contre la Russie. On change vraiment, là c'est un échelon, on grimpe de 3 marches, on n'est pas dans les escalades, on est vraiment dans l'escalator et il va de plus en plus vite. Ça nous coûterait très cher, effectivement. Du moins, ça coûterait très cher à tous ceux qui vivent loin des villes, et même ceux qui ont l'habitude de voyager, de circuler, de se chauffer avec du fioul, etc. Ça coûtera cher à tout le monde, particulièrement à certains de la France périphérique. Et puis, ça nous entraîne c'est un défi lancé à la Russie, dont je ne suis pas tout à fait sûr qu'on soit capable de le relever. En tout cas, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on envisage d'affronter la riposte inéluctable qui viendra de la part de Moscou. Vous restez avec nous, on continue bien sûr à débattre sur cette crise, sur cette guerre en Ukraine. Vous verrez dans un instant que le président Zelensky a mis encore un peu plus la pression sur les Occidentaux. À tout de suite.